Je vous propose de commencer le grand tour d'aujourd'hui. Docteur Duzorut, candidat spécialiste en médecine interne chez nous, va nous emmener dans un dédale hématologique, mais Merci. il est largement soutenu. Hein, Christophe, tu interviendras à certains moments puisque tu as connu le cas en première ligne, hein, ou en deuxième. Alors, Donc, bonjour tout c'est le à toi, monde. Mohamed. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va voir un cas que j'ai eu aux urgences il y a 2-3 mois. Donc, il s'agit d'un monsieur de 81 ans. Voilà, il s'agit d'un monsieur de 81 ans qui est amené en ambulance pour un bilan de chute. Et donc, le monsieur me dit qu'il était dans un resto et en se levant pour aller payer, il tombe, enfin, sans perte de connaissance, il n'a pas cogné sa tête. Euh, En tout cas, il n'y a pas de morsure de langue, il y a une perte d'urinaire, mais c'est quelque chose de connu chez ce monsieur. En ce qui concerne les antécédents du patient, donc il est connu pour avoir une hypertension artérielle, il est connu pour avoir une hypertrophie de la prostate. Et en ce qui concerne les médicaments, donc il prend un médicament pour la tension, du folavit, un médicament pour l'hypertrophie et un médicament pour l'hyperuricémie. Et donc, on passe à l'examen clinique. Donc, les paramètres vitaux étaient tout normaux. Au niveau de l'examen cardio-pulmonaire, il n'y avait rien de particulier. L'examen abdominal, tout était normal. Au niveau neurologique également, pas de déficit neurologique, pas de latéralisation. Mais par contre, au niveau des membres inférieurs, notre sens, je me retrouve face à des... Oh, la slide avant, c'était plus... non, juste avant. Nope. Non, non, non. Quoi ça fait? Oups. Encore. Voilà. Encore. Voilà. Donc, on se retrouve avec des purpurats, des lésions purpurales. Donc, on voit bien que ça ne disparaît pas à la vitropression. Et du coup, je décide de pousser le bilan un peu plus. Donc, je fais une prise de sang. Celui d'avant. Il y a un juste avant. En fait, on voit l'hémato avant. Donc, il y a un slide, je ne sais pas du tout. Voilà. Donc, à la prise de sang, donc, on tombe sur une pancytopénie avec une hémoglobine à 5, des plaquettes à 8 et des globules blancs à 2600 avec 1000 de neutraux. Pour le reste de la prise de sang, voilà, il n'y a rien de frappant, donc mis à part la crête un petit peu élevée, mais pour le reste, rien de frappant. Les enzymes hépatiques, la vie tout à fait normale. Donc, devant ce tableau, qu'est-ce qu'on fait? À quoi pense-t-on? Quels sont les diagnostics différentiels? Okay. Ça veut pas y aller. Ok, nickel. Donc, face à une pancytopénie, première chose, c'est de savoir si c'est d'origine centrale ou périphérique. Dans les causes périphériques, on a des réticulocytes qui sont augmentés par rapport à des causes centrales où c'est plutôt abaissé. Donc, chez nous, j'ai mis en rouge, donc on est à 7000 de réticuleux, donc on est clairement dans une cause centrale. Donc, première chose à faire, on fait une ponction de la moelle, on regarde si la moelle est plutôt riche ou pauvre. Dans un contexte de moelle riche, on est plutôt dans un cas de carence vitaminique. On peut se trouver face à un Birmer avec une anémie mégaloblastique. On peut se retrouver avec un envahissement de la moelle ou bien on peut se retrouver finalement avec une myélodysplasie. Dans un contexte de moelle pauvre, première chose à faire, c'est une biopsie de la moelle. Donc là, ce qui est important en fait de voir, c'est si la moelle présente un aspect plutôt graisseuse ou plutôt il y a un aspect plutôt fibrose. Donc là, on serait plutôt dans un cadre de myélofibrose ou plutôt dans un contexte d'aplasie médulaire. Et donc, on pousse l'examen plus loin, on voit qu'il n'y a pas de carence vitaminique chez notre patient et directement après, on fait notre biopsie de la moelle. Donc, on voit clairement que les blastes sont à 0, les promyélocytes sont à 0. Donc, comme conclusion, c'est vraiment une aplasie médulaire complète. Ici, au niveau de l'immunophénotypage, on voit que c'est concordant avec le myélogramme. On voit que les progéniteurs myéloïdes sont complètement absents, avec donc la conclusion de nouveau aplasie médulaire avec très peu de précurseurs myéloïdes. Ce schéma, c'est juste pour vous rappeler un peu, donc au niveau de la moelle, comment ça se passe. Donc tout d'abord, on a notre cellule souche qui donne deux lignées, le progéniteur myéloïde, les progéniteurs lymphoïdes. Progéniteur myéloïde, ça donne les globules rouges, les plaquettes, les granulocytes, les macrophages, alors que la lignée lymphoïde donne plutôt les lymphocytes B, les lymphocytes T et les cellules natural killer. Et chez nous, on penserait plutôt une atteinte au niveau de la lignée myéloïde.
donc avec une absence de globules rouges, plaquettes et granulocytes. Donc maintenant, je passe rapidement en revue c'est quoi une aplasie médulaire. Donc, une aplasie médulaire est définie comme étant une pancytopénie avec une moelle pauvre. Ça touche environ 2 à 3 cas par million de personnes par an. Les hommes et les femmes sont touchés de manière équitable et la distribution de l'âge, c'est plutôt biphasique avec un pic vers 20 ans et un pic vers 60 ans. C'est tout simplement parce qu'il y a une forme héréditaire qui va apparaître beaucoup plus tôt et une forme acquise qui va apparaître beaucoup plus tard. Maintenant, donc, on a les causes héréditaires. Je ne vais pas passer du temps là-dessus parce que chez nous, c'est un patient âgé, donc on est plutôt dans une forme acquise. Donc, la forme acquise, on a plusieurs causes. Donc, tout d'abord, on a la radiation, donc la radiothérapie, par exemple. On a certains médicaments, notamment quelques antibiotiques, le chloramphénicol, les sulfamidés peuvent donner ça. La chimiothérapie peut engendrer une aplasie médulaire. Il y a certains virus également, notamment le BV, CMV, le parvovirus. Il y a certaines pathologies auto-immunitaires, notamment la fasciite éosinophile, le thymome. Et on a une autre catégorie qu'on appelle l'hématopoïèse clonale. En fait, là, c'est juste que ces cellules souches présentent des fois certaines mutations. Et du coup, on peut se retrouver avec une expansion clonale de ces cellules souches mutées. Et du coup, on peut se retrouver avec des maladies comme l'hémoglobinurie paroxystique nocturne et la myélodysplasie. On peut retrouver également l'aplasie médulaire dans des cas de grossesse, mais on ne connaît pas vraiment le mécanisme. Et enfin, on se retrouve avec une cause idiopathique, mais il y a de plus en plus d'études qui nous montrent que la cause idiopathique est plutôt une cause auto-immunitaire médiée par les cellules T. Donc maintenant, on va essayer de trouver quelle est la cause de l'aplasie chez notre patient. Donc, on fait d'autres examens au niveau du labo. Donc, on fait tout un tas de sérologies. On voit que le BV, la CMV, le parvovirus, et tout revient négatif. Ensuite, donc, pour les sérologies hépatites également, et l'HIV également, tout revient négatif. Donc, comme il n'a pas été exposé à la radiothérapie ni à de la chimio, donc on penserait plutôt à une cause idiopathique. Maintenant, quels sont les mécanismes quels sont les mécanismes qui nous donnent cette aplasie médulaire idiopathique? Ce qui est important de savoir parce que les traitements vont se baser un peu là-dessus. Donc, dans une situation normale, on commence avec la cellule antigène présentatrice tout en bas. Donc, dans une situation normale, on a un antigène qui est capté par nos cellules antigènes présentatrices, donc les cellules dendritiques par exemple. Donc, la cellule va exposer cet antigène avec les complexes majeurs d'histocompatibilité. On aura une expansion clonale des CD4, des CD8. Et ensuite, ces deux populations lymphocytaires auront leur effet sur leurs cellules cibles. Dans le contexte de l'aplasie médulaire, on a en fait une surexpression des complexes majeurs d'histocompatibilité. Et on penserait qu'à un moment donné, il y aura un antigène dérivé des cellules souches qui va être pris par ces cellules présentatrices et qui vont être exposées. Et du coup, on va activer deux clones, donc de CD4 et de CD8, contre notre cellule souche. Et donc, maintenant, les CD8 vont sécréter, comme vous le savez, donc, des cytokines inflammatoires. Donc, on se retrouve avec la TNF-alpha, l'interféron gamma, le Fas ligand. Donc, on a vu que chez les patients avec une aplasie médulaire, on a une surexpression du Fas récepteur. C'est important de savoir que le Fas récepteur, en fait, c'est la première voie d'apoptose. Donc, ça active la voie caspase, c'est la première signalisation des voies d'apoptose. Et donc, ces patients qui ont une surexpression des Fas récepteurs sur la cellule souche, évidemment, ils vont avoir plus d'apoptose qu'une personne normale. Donc, ça, c'est le deuxième mécanisme qu'ils ont mis en avant. Et troisièmement, en fait, on a vu que dans la moelle de ces personnes, on voit que la quantité de cellules T régulatrices est diminuée. C'est quoi ces cellules T régulatrices? En fait, ce sont des lymphocytes T, tout simplement, qui inhibent l'autoréactivité de nos populations lymphocytaires. Donc, étant donné qu'on ne l'a pas, donc on a cette autoréactivité qui est permise et du coup, qui attaque nos cellules. Un autre mécanisme plus récent qu'on a pu voir dans la littérature, ça concerne les télomères. Donc, les télomères, juste pour vous rappeler, c'est la séquence de nucléotides qu'on retrouve à la fin de nos chromosomes. Donc, si on prend l'exemple du lacet, donc c'est le petit bout qu'on retrouve à la fin, ça sert à protéger les lacets et à empêcher que ça soit effrité. Et du coup, c'est important de savoir que les télomères, donc les chromosomes, en fait, à chaque réplication, à chaque division, ça rétrécit. Les chromosomes se rétrécissent et ce rétrécissement se passe au niveau des télomères. Jusqu'à ce qu'on on a tout consommé. Donc, en fait, il y a une enzyme qui essaie de réparer les télomères, mais ce n'est pas une réparation à 100%. Donc,
à un moment donné, on finit par consommer tous nos télomères et on passe à l'étape de la sénescence et donc la cellule arrête de diviser parce que sinon, on va commencer à couper au niveau des séquences de nucléotides qui codent pour des vraies protéines. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la sénescence cellulaire. C'est juste un schéma pour vous illustrer donc le vieux chromosome avec les petits télomères et le jeune avec des longs télomères. Voilà. Donc, dans cette étude de 2014 publiée dans le Blood, en fait, ils ont vu que 35% des patients avec une aplasie médulaire avaient des petits télomères. Et donc, les téloméropathies, en fait, il y a deux façons d'avoir ces anomalies. C'est soit une forme héréditaire, soit acquise. Donc, la forme héréditaire, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est une mutation qui se passe au niveau de l'enzyme qui répare les télomères. C'est ce qu'on retrouve notamment dans la dyskératose congénitale, mais je ne vais pas m'attarder. Donc, ensuite, on a la forme acquise. Donc, dans la forme acquise, on a soit une cause par radiation, toxine inflammatoire classique. Donc, le schéma juste après, c'est juste pour vous montrer ce mécanisme, pour mieux illustrer ce mécanisme de rétrécissement des télomères. Donc, en fait, dans la case A, en fait, on voit les cellules souches, c'est une situation normale, les cellules souches qui se divisent. En orange, c'est le complexe télomérase qui répare nos télomères, donc tout se passe bien. Donc, on divise, il y a les télomérases qui réparent, tout va bien. Dans la case B, c'est quand on a une mutation au niveau des gènes qui codent pour le télomérase complexe. Et du coup, là, il n'y a pas de réparation du chromosome. Et donc, au bout de quelques divisions, on a consommé tous nos télomères, il n'y a plus de division. Donc, on passe en aplasie. Ensuite, la case C, c'est dans une situation où on a un stress régénératif, où on pousse la moelle à se diviser. Par exemple, dans une situation inflammatoire, on peut pousser la moelle à se diviser de manière répétitive. Et là, on consomme de manière, on va dire, enfin, on consomme de manière excessive nos télomères parce qu'il y a trop de divisions. Et du coup, on se retrouve en état de sénescence cellulaire assez rapidement. Et enfin, on retrouve la case D où, en fait, l'ADN est détruit, les chromosomes sont détruits par la radiation, les médicaments. Et du coup, les télomères également. Donc, il n'y a plus de division. On passe directement à l'étape de la sénescence cellulaire. Voilà. Donc maintenant, on sait que notre patient a une aplasie médulaire, que c'est idiopathique. Maintenant, que faire? Tout d'abord, il faut maintenant savoir quel type d'aplasie. Donc, est-ce que c'est une aplasie sévère, très sévère, non sévère ou très sévère? Donc, peu importe le stade, la première chose qui est importante, c'est la cellularité de la moelle. Il faut qu'il y ait moins de 25% de cellules au niveau de la moelle. Ensuite, dans la forme sévère, en plus de 25% de cellularité, il faut avoir deux autres critères. Donc, soit on a moins de 500 de neutraux, soit on a moins de 20 000 de plaquettes, soit on a moins de 60 000 de réticulocytes. Et la forme très sévère se diffère de la forme sévère juste avec le taux de neutrophiles qui est moins de 200. Donc, chez nous, comme j'ai entouré, donc on est dans une forme sévère avec les neutraux sont à 1000 et les plaquettes sont à 8000 et les réticuleux sont à 7000. Donc, on est dans une forme sévère. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec une anémie aplasique sévère? Première chose, donc soit on est moins de 40 ans, on a un donneur HLA compatible, donc on passe à la transplantation, ça ne se discute pas. Soit on est plus de 40 ans ou bien on n'a pas de donneur HLA compatible, donc on passe au traitement immunosuppresseur. Maintenant, c'est quoi ces traitements immunosuppresseurs? Donc tout d'abord, on a le sérum anti-lymphocytaire qu'on appelle l'ATG, l'antithymocyte globuline. Donc, en première ligne, ce qu'on donne souvent, c'est qu'on combine cet ATG avec la cyclosporine. La cyclosporine, c'est un anticalcinurine. Donc, un anticalcinurine, en fait, ça inactive, ça empêche l'activation des lymphocytes. Et l'ATG, c'est un anticorps polyclonal qui inactive également, qui cause l'apoptose des lymphocytes également. Et en deuxième ligne, en fait, on utilise l'ATG et la cyclosporine. En plus de ça, on rajoute l'Eltrombopag. En Belgique, ça s'appelle le Revolade. Donc, en gros, c'est un agoniste synthétique du récepteur de la TPO. On verra après comment un agoniste de la TPO peut aider dans le traitement, dans la régénération d'une aplasie médulaire. Cette étude, c'est juste pour vous montrer que en fait, l'utilisation de l'ATG par rapport à l'ATG combiné avec la cyclosporine, donc, voilà, que la combinaison montre une réponse plus rapide par rapport à l'ATG. Mais en ce qui concerne le taux de récidive et le taux de survie, il n'y a pas de différence statistiquement significative. C'est juste la vitesse de réponse est plus rapide quand on utilise en combinaison. Donc maintenant, les thrombopaques, donc l'agoniste du récepteur de la TPO. Donc dans cette étude de New England de 2022, donc ils ont montré qu'ils ont pris deux groupes de patients, un groupe A et un groupe B. Le groupe A, ils ont reçu l'ATG et la cyclosporine. Le groupe B, ils ont eu ATG, cyclosporine et le thrombopague. Et ils ont vu qu'au bout de 3 mois, il y avait déjà donc 22% des patients qui étaient en rémission complète par rapport à 10% dans le groupe A, donc ce qui est plutôt pas mal. Et au bout de 6 mois,
on voyait que dans le groupe B, on avait déjà 68% de réponses complètes par rapport au groupe A qui avait que 41% de réponses. Et en plus de ça, on voit que, donc l'autre à droite, voilà, ici, on voit que le temps médian pour avoir une réponse complète était vachement plus court dans le groupe B par rapport au groupe A. On a un temps médian à 3 mois par rapport à 8,8 mois, ce qui est vraiment bien. Et du coup, les auteurs concluent qu'on a une nette augmentation des réponses hématologiques complètes au bout de 3 mois déjà, une réponse globale nettement améliorée au bout de 6 mois, et tout ça sans avoir une augmentation des effets secondaires. Voilà. Maintenant, pourquoi c'était le thrombopag a un effet et pourquoi pas les autres stimulateurs de la moelle, notamment les facteurs de croissance hématopoïétiques? En fait, dans cette étude, ils ont essayé justement d'utiliser les facteurs de croissance hématopoïétiques, notamment la GCSF, etc. Donc, ils ont vu que tout simplement, c'était inefficace. Mais pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi l'électrothrombopag est efficace? Tout simplement parce qu'au niveau des cellules souches, il y a des récepteurs de la TPO. Et du coup, on arrive à stimuler directement les cellules souches à se diviser via l'électrothrombopag avec ce récepteur. Et on penserait aussi peut-être qu'il y a un effet paracrine au niveau du micro-environnement de la moelle et éventuellement un effet off-target immunomodulateur. Maintenant, une fois qu'on a traité on a commencé notre traitement immunosuppresseur, il y a plus ou moins 3 gros cas de figure par après. Donc, soit on se retrouve avec une population clonale tout à fait normale, donc les cellules normales, mais souvent, chez des personnes avec une aplasie médulaire, il y a des mutations, comme j'ai dit tantôt, donc il y a souvent des cellules mutées, des cellules souches mutées. Et du coup, on peut avoir une expansion clonale de ces cellules mutées, et du coup, c'est un peu une guerre clonale, et du coup, on peut se retrouver avec une population de cellules dysplasiques et on aura un syndrome myélodysplasique où on peut en avoir un overlap avec la myélodysplasie et l'aplasie médulaire. Voilà. La connexion avec l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Donc la PNH pour faire simple. Donc en fait, on a vu que les patients avec une aplasie médulaire, ils ont souvent, donc juste en dessous je le mets, donc ils ont souvent une association avec la PNH. La PNH, c'est une pathologie de la cellule souche hématopoïétique où on a une mutation au niveau du gène PIGA. Cette gène, en fait, il code pour une protéine qu'on appelle la glycosyl phosphatidyl inositol, GPI pour faire simple. Donc, c'est une protéine membranaire qu'on retrouve au niveau des cellules hématopoïétiques. Et on verra par après, c'est quoi l'utilité de cette protéine, en fait. Donc, dans l'étude de Chalice en 2018, on a vu que 68% des patients avec une aplasie médulaire présentaient un petit clone de PNH. Et 19% d'entre eux vont vraiment développer une vraie PNH avec les symptômes classiques que j'ai mis juste en dessous, donc l'anémie hémolytique, une insuffisance médulaire et une tendance à faire des thromboses. Maintenant, on retourne juste à notre patient. Comme vous l'aurez deviné, il a un clone PNH. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ici, on peut voir globule rouge 1, donc marqueur globule rouge 1, 2, 3, monocyte 1, 2, 3, mais c'est quoi tout ça en fait? Donc juste après, je l'ai mis. Voilà. Donc en fait, une fois qu'on a cette mutation, on peut avoir différentes expressions de cette mutation, c'est ce qu'on appelle les phénotypes. Les cellules peuvent avoir différentes expressions, donc de différents phénotypes. Donc on a les phénotypes de type 1. Le type 1, les cellules sont tout à fait normales, il n'y a pas de déficit au niveau de leur protéine, de leur protéine membranaire, la GPI, il n'y a pas de déficit. Les types 2 sont partiellement déficients et les types 3 sont complètement déficients. Et du coup, on retourne chez notre patient, par exemple, au niveau des globules rouges, on voit qu'il y a 99% de type 1, on n'a que 0,17% de type 2 et 0,3% de type 3. Donc, on a un tout petit clone de PNH, quoi. Voilà. Oui, et que tu retrouves en bas. Ouais, c'est la même chose, c'est la conclusion qu'ils ont mis en bas. Donc, c'est des petits clones qu'on a chez notre patient. Et effectivement, pour être symptomatique, il faut avoir un grand clone et le phénotype adéquat. Ce schéma, c'est juste pour vous illustrer. Donc, le globule rouge normal, donc, il présente sa GPI, sa protéine d'ancrage au niveau de la membrane. Avec ses deux bras, il tient le CD55, le CD59. Et on verra justement comment ça nous protège, ça protège les globules rouges contre la voie des compléments. Donc, la voie des compléments, comme vous le maîtrisez tous, il y a la voie classique, il y a la voie alternative et il y a la voie lectine. Donc, tout ça, ça a pour but d'activer le C3 convertase pour, in fine, activer la C5 en C5A, C5B. La C5B, en fait, son rôle, c'est de former la membrane attack complexe, c'est-à-dire former des pores au niveau, par exemple, si une bactérie va former des pores au niveau de la bactérie, elle va causer la lyse de ces bactéries.
Et du coup, ici, on voit que le CD55, CD59, le CD55 inhibe la C3 convertase et le CD59 empêche la C5b de former ses pores au niveau des globules rouges. Et évidemment, si on n'a pas ces deux protéines, ben on est sensible, on est exposé à ce C5b, on aura des pores, on aura une lise des globules rouges. Mais bien évidemment, tout ça se passe quand on a vraiment un vrai déficit et une grosse population clonale de ces PNH, qui n'est pas le cas chez nous. Et le traitement classique d'une PNH, c'est en fait, on donne un anticorps monoclonal qui va empêcher l'activation du C5 et empêcher la formation des pores au niveau des globules rouges, ce qu'on appelle l'éculizumab. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec notre petit clone de PNH? Donc, classiquement, si on a 50% de clones, ça ne se discute pas, on passe à l'éculizumab. Avec l'autre flèche, voilà. Donc, nous, par contre, on est avec 0,3% de clones, donc on est plutôt dans cette catégorie subclinique, 1% de clones. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On traite la pathologie sous-jacente, comme dit dans la littérature. Donc, on va traiter tout simplement l'aplasie médulaire. Donc, OK. Donc, on peut en déduire ici qu'avec aussi peu de cellules clonales, que cette PNH n'a pas une expression phénotypique qui concerne ce patient. Exactement. OK. Donc, c'est un petit détour intéressant, mais pour le patient, c'est un peu une impasse. Voilà. Ce qui aurait été différent si on avait trouvé éventuellement, comme de temps en temps ça arrive, si on avait trouvé un clone après important. Un traitement immunosuppresseur, il peut avoir une expansion clonale de ces cellules. Mais bon, bref, on retourne à notre patient. Et du coup, donc, on a un patient avec une aplasie médulaire idiopathique. Et voilà, on a vu un peu les mécanismes, les traitements qu'on donne d'habitude. Ben, nous, notre patient, donc, qu'est-ce qu'il a eu comme traitement? Donc, tout d'abord, il a reçu de la cyclosporine 400 mg 2 fois, du Revolade, qui est l'L-thrombopag, qui est l'agoniste du récepteur de la TPO, donc à 50 mg par jour. Donc, l'ATG, on ne l'a pas donné parce qu'on a demandé un avis à ERAS, mais apparemment, ils ne nous ont pas conseillé de le donner vu les effets secondaires que ça comporte. Et du coup, comment maintenant notre patient… Donc, peut-être un petit commentaire par rapport à la dose de cyclosporine. Bon, dans les maladies auto-immunes, on est amené à donner de la cyclosporine dans une série de situations. Généralement, on se retrouve avec 2-3 mg kilo. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des patients qui on va donner 150-200 mg au total sur la journée. Donc, il faut bien se rendre compte qu'ici, on se retrouve quand même avec une grosse dose de cyclosporine. Je ne me souviens pas le poids de ce patient, mais enfin, il avait un poids… il n'avait pas 200 kilos, quoi. La dose qu'on a donnée était inférieure à ce qu'elle… Attends. M. Bradstreet doit faire un petit commentaire. La dose qu'on a donnée est inférieure à celle qui aurait été recommandée, puisque c'est 12 mg kilo par jour recommandé. Et en prenant 800 mg, on arrivait à peine à 9,5 mg par kilo. Okay. Et donc, c'est bien pour préciser qu'ici, on se retrouve avec une dose de cyclosporine largement supérieure à ce qu'on peut donner dans des maladies auto-immunes de l'ordre de 4 fois, hein, puisqu'on parlait de 3 mg kilo, là on est à 12 mg kilo. Mais donc, ça veut dire aussi que on va devoir être attentif aux effets secondaires de la cyclosporine, en particulier chez quelqu'un d'âgé. Et donc, insuffisance rénale, hyperkaliémie, hypertension. Et donc, voilà, donc c'est quand même une surveillance attentive par rapport à ça, plus une série de désordres je dirais, neurologiques. Ça donne, à ces doses-là, ça donne facilement du tremblement qui peut être particulièrement gênant, voire une neuropathie périphérique sur les petites fibres. Et du coup, voyons un peu l'efficacité de notre traitement. Donc, on va voir l'hémoglobine. Donc, l'étoile représente les moments où on a transfusé ce patient. Donc, on voit que clairement que ça ne répond pas vraiment en fait. On voit qu'à chaque fois on transfuse, ça monte, puis ça redescend, puis on retransfuse, ça monte, ça redescend. Donc globalement, ça ne répond pas au traitement. Et à un moment donné, on a dû arrêter la cyclosporine. Vous allez voir pourquoi. Donc au niveau des neutrophiles, la même chose. On a eu un petit pic, mais ça reste toujours très bas. On est à 1200 de neutraux, ce qui est vraiment très bas. Mais n'empêche, ça reste toujours très bas. Ça a une tendance à diminuer spontanément par après. Vous voyez que l'échelle, c'est une échelle qui est vraiment très élargie. Hein? Donc, on va de 0 à 1200. Donc, on est de toute façon dans des niveaux de neutropénie. Voilà, exact. En ce qui concerne les plaquettes, la même chose. Donc, l'étoile représente les moments où on a transfusé. Ça monte après la transfusion, évidemment. Mais après, ça diminue directement, spontanément après. Donc, on n'a pas vraiment de réponse avec notre traitement. Alors,
Tu défends ton traitement, là, Christophe? Non, non. Je pense qu'il aurait fallu, pour évaluer la réponse, il aurait fallu attendre. Tu as vu dans l'étude que tu as montré que oui, 3 mois. Ouais. Et je pense que là, on n'a même pas 1 mois. Donc, je pense qu'on a été bloqué par le fait que, il y a eu des effets secondaires. On a dû changer un petit peu le fusil d'épaule. Donc voilà, ici c'est juste pour vous montrer qu'en fait, il y a une hyperbilirubinémie qui a commencé à s'installer. Et c'est pas vraiment ça qui nous a poussé d'arrêter le traitement, c'était plutôt l'insuffisance rénale aiguë. Donc, on passait à 1 de créate à 1,4 de créate. Donc, et quand on regarde le monitoring thérapeutique tout en bas, on voit que la cyclosporine, bon, à un moment donné, on était un peu en surdosage, mais bon, 440. Le deuxième dosage, on était clairement dans les normes. Mais voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est face à une aplasie médulaire idiopathique qui ne répond pas au traitement. Bon, on a dû arrêter à cause des effets secondaires, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Que nous dit la littérature? Quelles sont les solutions? Donc, une des solutions, c'est le tacrolimus. Donc, le tacrolimus, c'est aussi un immunosuppresseur qui agit plus ou moins comme la cyclosporine. Et dans cette étude, justement, ils vont montrer un peu l'efficacité du tacrolimus par rapport à la cyclosporine chez les patients avec une aplasie médulaire. Donc, tout d'abord, on voit dans le tableau que le tacrolimus présente moins d'effets secondaires, mais c'est principalement des effets secondaires cutanés. Au niveau de l'insuffisance rénale, on voit que ça reste plutôt similaire. C'est 38%, 33%, ça reste plutôt similaire. Et du coup, les auteurs concluent dans l'étude que la réponse globale avec l'aplasie médulaire, donc soit via le tacrolimus, soit via la cyclosporine, la réponse globale est plus ou moins similaire. Enfin, c'est vraiment comparable. Cependant, on avait moins d'effets secondaires, surtout cutanés, avec le tacrolimus. Et ils ont vu qu'en fait, il y avait moins de récidives avec le tacrolimus. Donc, 15% de récidives par rapport à 39% chez les gens avec la cyclosporine. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on se retrouve avec l'acampat. L'acampat, c'est l'alemtuzumab, c'est un anticorps anti-CD52, un anticorps monoclonal qui est très, très puissant et qui détruit nos lymphocytes T. Donc, au risque même de causer une réactivation des CMV, une ancienne infection au CMV. Et évidemment, donc, dans cette étude où ils essayent d'utiliser ce traitement chez les patients réfractaires avec une anémie aplasique réfractaire au traitement classique, dont l'ATG et la cyclosporine. Et on voit que, par exemple, dans la première ligne, on peut voir qu'on a une réponse dans 37% des cas. Dans la deuxième, on a 73% de réponse chez les personnes qui étaient réfractaires au traitement classique. Donc, c'est plutôt pas mal comme traitement, la lemtuzumab, mais avec un grand risque infectieux. Ensuite, on se retrouve avec le rituximab. Rituximab, c'est un anti-lymphocyte B, un anti-CD20. Et donc, c'est un traitement qu'on utilise pour les lymphomes. Donc, maintenant, comment ça se fait qu'un anti-lymphocyte B peut aider dans un traitement d'aplasie médulaire qu'on a vu que c'est plutôt médié par les lymphocytes T? Tout simplement parce que les lymphocytes B co-stimulent les lymphocytes T. Et du coup, en inhibant les lymphocytes B, on n'a pas cette co-stimulation. Et du coup, on peut avoir une efficacité dans le traitement de l'aplasie. D'ailleurs, dans la littérature, en tout cas, moi, j'ai vu que 3 cas qui sont publiés par rapport au rituximab et l'efficacité du rituximab dans l'aplasie médulaire. Voilà. Autre traitement, ça c'est un peu plus récent, donc c'est une étude de 2016 dans New England. En fait, c'est un traitement par danazol. Danazol, c'est un androgène, un hormone. En fait, ils ont donné du danazol chez des gens avec une aplasie et une téloméropathie, donc avec des gens avec des mutations et des télomères courts. Et ils ont vu que le danazol permet de diminuer la vitesse de rétrécissement des télomères. Et aussi, en plus de ça, ils ont vu que même les télomères ont même augmenté de taille. Et du coup, ils ont vu qu'il y avait une bonne réponse hématologique avec une augmentation de l'hémoglobine, de neutrophils et des plaquettes. Et du coup, les auteurs ont conclu qu'on a pu avoir une préservation pharmacologique des télomères avec le danazol. Donc, cette étude, c'est une étude pédiatrique, mais il arrive à expliquer un peu pourquoi on peut deviner qu'il y aura une résistance à un traitement immunosuppresseur. Donc, ils ont pu conclure qu'en fait, ceux qui ont une meilleure réponse à l'immunothérapie, aux immunosuppresseurs, en fait, ils ont un clone PNH et ils ont des télomères longs. Ceux qui ne répondent pas au traitement, en fait, ils ont plutôt pas de clone PNH et plutôt des télomères courts. Donc, ça pourrait être une explication pourquoi on peut se retrouver avec Dis Mohamed, comment est-ce qu'on mesure là, le télomère là? On prend un mètre ruban
Bah, ça ne se fait pas classiquement. C'est vraiment dans des laboratoires spécifiques qui vont faire, je ne me trompe pas, c'est cytométrie. Je ne sais vraiment pas comment donc ils font. On reste ici donc, dans la pratique de tous les jours, à une hypothèse, sauf éventuellement dans des formes héréditaires de téloméropathie, où là, on peut faire un NGS et voir un peu s'il y a des mutations sur les différents gènes qui sont impliqués, comme on l'a vu dans une dia précédente. Enfin, ceci dit, bon, ça ne mange pas de pain de refaire un NGS et de voir si effectivement on aurait une mutation acquise sur certains de ces gènes et qui pourrait renforcer l'hypothèse d'un télomère vieilli. Voilà. Et donc, on s'est dit, ben, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre? Étant donné qu'il ne répond pas au traitement immunosuppresseur, est-ce que, suite à son âge, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre qui se cache? Et du coup, on a décidé de faire un PET scan. Et on a le temps de discuter. Qu'est-ce qu'on va trouver au PET scan? Tu t'attendais à quoi là, au PET scan, Christophe? On était un peu dans l'impasse à ce moment-là. On avait envie de trouver quelque chose qui pourrait, une aplasie paranéoplasique ou… Pourquoi pas? On sait qu'il y a des associations entre les aplasies et certaines néoplasies. Il avait déjà cité les thymomes notamment, c'est une des possibilités. OK. Vive le PET scan. Avant, les internistes n'avaient que la sérologie syphilitique, maintenant on a le PET scan. Et du coup, le PET scan, et boum, on se retrouve avec une masse abdominale qui est hypermétabolique et qui est d'allure suspecte. Et ben, comme vous le savez, on va faire une biopsie. On fait une biopsie et à l'analyse, on tombe sur un lymphome non-hodgkinien à petites cellules de bas grade. Donc, c'est quoi tout ça? Donc, juste pour vous rappeler, donc les néoplasies du système lymphoïde, en fait, on peut en gros diviser en 3 situations. Soit on a une néoplasie des cellules T natural killer, soit on a une néoplasie des lymphocytes B, soit on a le lymphome de Hodgkin, qui est plutôt un spin-off, on va dire, une forme de lymphocyte B qui prend un aspect particulier et qu'on appelle Richthenberg, sans rentrer dans les détails. Donc ensuite, le lymphocyte B, maintenant, on a 3 autres néoplasies possibles. Bon, je n'ai pas encore fini. Donc, on peut avoir une néoplasie plasmocytaire, comme on le retrouve dans le cas de myélome multiple. Et après, on se retrouve avec le non-Hodgkin et la leucémie lymphoïde chronique, qui est plutôt deux mêmes pathologies, mais il y a une hyperprolifération de lymphocytes B, soit dans le sang, dans le cas de la LLC, soit dans les ganglions, et là, on est plutôt dans le lymphome non-Hodgkin. Et le lymphome non-Hodgkin, il y a une multitude de différentes possibilités. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, du coup, est-ce que c'est une aplasie médulaire paranéoplasique ou pas? Oui, non, peut-être. Que nous dit la littérature en tout cas? Donc, dans cette étude européenne, ils ont pris des données dans 7 pays différents chez des gens qui ont une aplasie et un lymphome. Ils ont classifié tout ça comme étant… Donc, ils ont pris dans 7 pays, on n'a que 26 patients. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, ils l'ont mis soit le lymphome est avant l'aplasie, donc la ligne bleue au milieu, c'est l'aplasie médulaire. Donc, soit ils ont mis avant l'aplasie, le lymphome est apparu avant l'aplasie, soit pendant l'aplasie médulaire, soit après l'aplasie médulaire. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses qui est revenu statistiquement significatif étant donné la taille de l'étude. En tout cas, à la prochaine dia, j'ai mis… Donc, ce qui est revenu vraiment pertinent dans cette étude, c'était surtout que la cause de mortalité de ces gens, c'était principalement lié à l'aplasie médulaire et ou son traitement, et le lymphome et ou son traitement ne donnait pas vraiment de mortalité en fait. Et du coup, les auteurs concluent que l'association aplasie médulaire lymphome, c'est quelque chose de rare et hétérogène, mais les patients étaient principalement affectés par l'aplasie médulaire que le lymphome, et du coup, plutôt focalisés sur l'aplasie que le lymphome. Et du coup, quelle approche thérapeutique on va avoir? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a une aplasie idiopathique, on a un lymphome en plus. Est-ce qu'on essaye du rituximab en espérant qu'on va faire d'une pierre deux coups, on va attaquer et le lymphome et l'aplasie? Parce qu'on a vu qu'en inhibant la co-stimulation BT, on peut avoir un effet sur l'aplasie, donc pourquoi pas? Est-ce qu'on essaie l'ATG ou la Campat en sachant les gros effets secondaires et le risque infectieux que ça comprend?
Est-ce qu'on essaie le tacrolimus en se disant qu'on aura peut-être moins d'effets secondaires que la cyclosporine et on pourra maintenir ce traitement pendant plus longtemps? Ou bien on essaie le danazol en se disant que peut-être ce monsieur, en fait, il ne répond pas au traitement immunosuppresseur, tout simplement parce qu'il n'a plus de télomères et du coup, il n'arrive plus à diviser. Et peut-être le danazol va permettre d'allonger un peu les télomères. On aura peut-être une réponse avec le danazol. Alors, Christophe, qu'est-ce qu'on va faire là? Je ne vais pas te dire, je connais la réponse. Donc, bah, écoutez, je pense qu'on a essayé dans un premier temps de faire une pierre de coups, comme Mohamed a dit. Et bon, on aurait certainement. Et de mettre du rituximab. Voilà. On n'aurait certainement pas traité le lymphome si avec ça, parce que c'est clair que c'est un lymphome bas grade et qu'il n'y a pas d'indication de traiter. On s'est dit, bon, il y a quelques case reports qui témoignent d'une possible efficacité du rituximab dans les aplasies médulaires. Ce n'est pas trop toxique, donc pourquoi ne pas essayer avant d'essayer peut-être quelque chose d'un petit peu plus toxique et qui pourrait avoir plus d'effets négatifs chez le patient, alors que le patient, lui, il suit son traitement et il se sent bien, et même dans des périodes dans lesquelles les plaquettes sont basses, les globules rouges sont bas, il n'est pas très symptomatique. Donc, voilà, on voulait peut-être essayer quelque chose qui serait le moins toxique possible, avec peut-être de l'efficacité et surtout conserver cet état général qu'il a pour l'instant. Oui, c'est ça. Donc, si on devait faire un classement toxicité, efficacité, effectivement, rituximab serait en tête. Je ne sais pas, j'aurais peut-être mis le danazol en position 2 par rapport à l'absence de toxicité. Et puis après… le Campat, si on est riche. Le Campat, si on est riche, oui. C'est quand même assez cher. Donc, et dans ce cadre-là, je pense qu'on n'a pas du tout de remboursement disponible. Oui, mais donc ça, c'est une… Enfin, j'en profite par rapport à la médecine à deux vitesses parce qu'on y est depuis longtemps. Et donc, c'est une question à poser au patient, s'il est riche ou pas riche. Et je plaisante à peine. Parce que imagine que tu as quelqu'un qui est extrêmement riche, hein, un oligarque russe qui a une aplasie, et tu lui dis que ça va lui coûter, je ne sais pas, moi, 500 €, que c'est pour ça qu'on ne lui a pas proposé, ben alors il va te regarder avec de grands yeux et il ne va rien comprendre par rapport à cette abstention thérapeutique. Et donc, on est réellement dans une situation, et d'ailleurs, on est habitué à le faire, puisque c'est finalement par l'intervention d'échantillons auprès des firmes pharmaceutiques, etc., qu'on parvient à finalement traiter correctement les patients et en tout cas suppléer un système de santé gravement inefficace en ce qui concerne les maladies rares et les médicaments rares. Je rappelle quand même qu'il y a quelques dizaines d'années, la Belgique était en tête des systèmes de soins et qu'elle a dégringolé dans l'échelle du système de soins, essentiellement pour des problèmes de non prise en charge des médicaments qui seraient nécessaires, en tout cas par rapport à l'actualité de la science. OK, Ritux. À suivre. Et on est en Ritux, ça coule. On est un petit peu en dehors des clous, point de vue remboursement aussi, hein, avec le Ritux. On a dit que c'était un lymphome, mais un lymphome pour qui on donnerait que du rituximab, ben, on l'accepte si c'est combiné à une chimio. Donc, tu as pu quand même l'obtenir. On pourra couper pour l'enregistrement. Oui. Et puis, tu as dû mentir beaucoup. Un peu, parce qu'on s'est dit que lui donner un shop avec alors qu'il est déjà en aplasie, ce n'était pas une bonne idée. Pas un bon plan. Non. Tu as bien fait de mentir. Et du coup, bah, voilà, comme take-home message, donc la chute à ne jamais banaliser chez une personne âgée. Voilà. Donc, c'est un syndrome gériatrique, donc ça peut cacher pas mal de choses sous-jacentes. Donc, chez une personne âgée, toujours penser peut-être qu'il y a une cause paranéoplasique, quelque chose qui cache en dessous. Donc, on a vu que une aplasie médulaire paranéoplasique liée au lymphome, il y a une association, mais il n'y a pas vraiment de lien de causalité. Et la préservation des télomères, est-ce que c'est un nouvel espoir dans le traitement de l'aplasie médulaire, mais à suivre dans les années à venir? OK, merci. On aura la suite avec l'effet du rituximab. Mais j'ai peut-être, puisqu'on a la chance d'avoir notamment un gériatre, parce qu'il a plusieurs casquettes, 5 grammes d'hémoglobine, un bêta-bloquant et la tamsulosine, il n'y a pas moyen de rester debout avec ça.
C'est vrai que parfois, on est quand même surpris de voir nos patients gériatriques. Alors, c'est vrai que bon, ça peut être une des causes, mais enfin, c'est rarissime par rapport au nombre de patients gériatriques qui tombent et qui sont en salle avec des fractures parce ils souffrent d'un AVC, ils ont peut-être de l'hypotension orthostatique parce qu'ils sont complètement gériatriques et des patients déments. Donc, c'est vrai que bon, c'est fort intéressant, mais enfin, c'est tout à fait marginal, je dirais, par rapport à la population gériatrique qu'on voit au quotidien. Mais c'est vrai que parfois, on a des malades qui arrivent avec des anémies extrêmement prononcées, très microcytaires, installées sur du très long terme et qui le tolèrent anormalement bien. Oui. Donc ça arrive aussi. Enfin, bon, l'athénolol, je rappelle quand même, parmi les bêta-bloquants, c'est un de ceux qui sont quand même les plus bradycardisants, et donc tu te coupes quand même une réponse, je dirais, orthosympathique avec ton bêta-bloquant chez quelqu'un qui en aurait quand même besoin avec une anémie importante. OK. Oui, Jean. Alors. Juste une petite question, parce que je connais le cas aussi, mais pendant tout son séjour, qui n'est pas fini, il n'a pas fait de complications infectieuses, hémorragiques? Infectieuse, à un moment donné, on a supposé qu'il a fait une infection. En tout cas, il y avait une majoration de SRP. Et donc, on a mis de manière empirique sous antibiotiques. Mais... Non, je veux dire, à cet âge-là, avec des chiffres pareils, je trouve que c'est remarquable. En plus, ça dans un environnement hautement à risque, c'est-à-dire l'hôpital, dans une chambre à 2 lits. Non, mais c'est vrai. Avec à côté de lui, peut-être quelqu'un qui a une tuberculose ou ce genre de choses-là. Accessoirement. Non, mais alors, juste un petit commentaire, parce que j'ai eu la chance de voir ce patient avant que vous ne fassiez ce diagnostic. C'était au fin janvier, je crois. Exact. Un dimanche matin. Donc, le diagnostic n'était pas fait du tout. Il était là depuis quelques jours. Et ce patient m'a dit, docteur, je sais ce que j'ai. Je vous jure que c'est vrai. Il m'a dit, je sais ce que j'ai. Comme ma femme, j'ai un lymphome. Et là, je l'ai regardé et m'a dit, oui, ma femme a fait un lymphome, mais c'était il y a 30 ans. Elle est morte en quelques semaines et j'ai la même chose qu'elle. Et comme quoi, c'est toujours important de savoir ce dont sa femme souffre. Oui. Une question par rapport aux transfusions plaquettaires, parce que finalement, c'est vrai qu'il a eu une thrombopénie sévère, mais il a développé un syndrome hémorragique. Non, il n'y avait pas vraiment de... Non, il n'y avait pas de diathèse hémorragique. Parce que j'ai le souvenir tout récent d'une dame qui était en toxicité de chimiothérapie. Elle avait 5-6 000 plaquettes et Karkar Kali nous a dit on ne fait rien. Effectivement. Et tout ça s'est arrangé. Elle avait 300 blancs. Elle n'a pas fait le moindre tableau septique non plus. Donc, voilà, les plaquettes. Oui, enfin, 5 000 plaquettes, en dessous de 10 000 plaquettes. On a fait une gastro, il avait une œsophagite gratzée, il y avait des petites suffusions hémorragiques, et donc on n'a pas voulu aggraver le problème. Madame Grégoire, un petit commentaire. En dessous de 10 000 plaquettes, oui, c'est ça. 10 ou 20 000, on transfuse. Alors moi, je transfuse assez facilement parce qu'on sait que nos aplasies, elles sont courtes, et donc c'est un peu con de mourir d'un hématome ou d'un truc comme ça. En hémato, les aplasies sont beaucoup plus longues, donc ils consomment leurs plaquettes à mort. Donc c'est vrai qu'ils tolèrent des chiffres plus bas. En onco, on sait on descend très bas, mais on ne descend pas longtemps généralement. Donc, on a tendance à transfuser plus facilement. OK. Nous, au laboratoire aussi, on prend les chiffres de 10 et 20 000 plaquettes avant de transfuser aussi, dans ces cas-là. OK. Voilà. Merci, Nicolas. OK. Autre question, commentaire sur le chat ou dehors? Non, tout le monde est satisfait. Parfait. Eh bien, tu nous donneras des nouvelles du rituximab et à la semaine prochaine.